Je ne vous apprends rien, Noël approche. Les fêtes de fin d'année et les achats parfois disproportionnés qui en découlent sont le bon moment pour acquérir un premier appareil photo, renouveler sa besace ou faire plaisir à quelqu'un. Mais acheter un appareil photo, ce n'est pas si facile. Je vous propose de voir ensemble quelques pistes pour faire le bon choix. Avant toute chose, il y a une question que vous devez vous poser. Un appareil photo, pourquoi faire? Quelle va être ma pratique, mon genre photographique? C'est loin d'être une question anodine. Vous voulez faire de la photo parce que ce qui vous plaît, c'est l'astrophotographie, la macrophotographie, le paparazzisme, la photographie aérienne, la photographie érotique, la photographie de mode, le portrait photographique, la photographie de nu, la photographie animalière, la photographie culinaire, la photographie de guerre, la photographie de mariage, la photographie de paysage, la nature morte, la photographie d'architecture, la photographie des œuvres d'art, la photographie de rue, la photographie sous-marine. Autant dire de suite, l'appareil qui vous permettra de faire tout ça n'existe pas. Et c'est tant mieux parce que tout vouloir faire, c'est rien faire de bien. Par contre, si vous savez déjà que c'est la photo de paysage qui vous attire, cela impliquera des choix de matériel, plus encore pour le portrait. Objectif lumineux, alias f petit chiffre. La macrophotographie réclame des objectifs dédiés, tout comme la photographie d'architecture. Mais quand on débute, sait-on vraiment ce qui nous plaît dans l'art de la photographie? Pas toujours. Ce qui nous amène au deuxième point, le budget. À moins d'être fortuné, vous aurez sûrement un budget limité, ce qui n'est pas un problème, car je vais vous proposer justement de partir sur du matériel peu cher au début, pour vous faire la main, et seulement lorsque vous aurez un peu de pratique, de finalement déterminer ce qui vous plaît, quel genre photographique sera le vôtre. Vous pourrez en pratiquer plusieurs, mais en général, on a un genre dominant. Vous voilà plutôt attiré par la photographie de paysage, par exemple, et avec un budget connu. Pensez de suite aux accessoires. Je ne parle pas du boîtier lui-même, généralement accompagné d'un joystick fourni, ni de la carte mémoire, pas même de la batterie qui va bien. Il y a un minimum pour pouvoir prendre vos premières photos tout de même. Je parle bien des accessoires non obligatoires et donc bien souvent indispensables, comme le trépied par exemple pour le paysage. Cela va-t-il être en plus de votre budget ou dans votre budget? Cela peut conditionner votre futur achat. Vous n'êtes pas loin de votre décision. Votre discipline photo, les accessoires et votre budget vont limiter les choix. Pour franchir le pas, informez-vous sur les spécificités de chaque appareil dans la shortlist et parcourez les sites qui les notent, comme DxOMark. Les constructeurs sont nombreux, mais les gammes sont généralement bien distinctes, à note égale, ce sera juste une affaire de goût. Si vous n'avez jamais eu d'appareil photo, peut-être ne connaissez-vous pas quels sont les différents types d'appareils qui prennent des photos. En premier, on trouve les smartphones. Cela peut être paraître étrange de parler de cette catégorie dans une vidéo sur l'achat d'un appareil photo, mais soyons honnêtes, de nos jours, certains smartphones sont d'excellents appareils photo. On dit souvent que le meilleur appareil, c'est celui que l'on a toujours sur soi. À quoi cela servirait d'avoir un appareil à 5000 € si on ne le prendrait jamais, par peur de le casser, parce qu'il serait trop lourd, trop volumineux? Et un smartphone, on l'a toujours avec soi, du fait de sa fonction première, téléphoner. Les plus du smartphone, on l'a vu, il est portable. De nos jours, la résolution s'est nettement améliorée. On peut y ajouter de nombreuses applications qui agissent de suite sur les photos ou vidéos. C'est un objet connecté, on publie rapidement sur les réseaux sociaux, friands de photos et vidéos. Les moins, on ne zoome pas, si ce n'est numériquement, ou alors en ajoutant des compléments optiques qui ont un coût. Pas de flash correct, beaucoup plus lent que les vrais appareils photo. Les contrôles sur le triangle d'exposition sont limités, les flous d'arrière-plan sont quasiment inexistants. Bref, si vous voulez vous lancer dans la photographie, vous ne pouvez vous limiter au smartphone. Mais n'oubliez pas, le meilleur appareil, c'est celui que l'on a toujours sur soi. Ensuite, on trouve la famille des objectifs uniques et non modifiables. Si on devait résumer en une phrase, ce serait tout terrain, mais excellent nulle part. Elle est même séparée en deux sous-groupes, les compacts et les bridge. Les compacts, ce sont les modèles petits et légers, comme leur nom l'indique. On trouve d'excellents modèles, mais ils sont concurrencés par les smartphones. Leurs capteurs ne sont guère plus gros, et même si certains sont dits experts et permettent un contrôle sur l'ouverture, le temps de pause et les ISO, comme les catégories suivantes, ils n'offrent pas assez d'écart pour supplanter les smartphones que l'on a déjà dans nos poches. Les bridges sont en perte de vitesse. Créés il y a quelques années pour faire le pont, d'où leur nom, entre les compacts et les réflexes, ils offrent des zooms monstrueux, mais cette versatilité a un coût. Ils sont très moyens en qualité. Nous voilà arrivés au cœur de la meule, les appareils à objectifs interchangeables.
Les plus anciens et encore les plus réputés, les réflexes ou DSLR pour Digital Single Lens Reflex, digital pour le côté numérique, single lens parce que l'objectif est modifiable, et réflexe, c'est parce que l'appareil possède un système de visée optique à l'aide d'un miroir qui vous laisse voir réellement ce que voit l'objectif. Mais aussi les derniers nés en termes d'innovation, les sans miroirs, appelés plus couramment hybrides. On a les mêmes qualités qu'un réflexe, les mêmes capteurs, la possibilité de changer d'objectif, mais on a supprimé le miroir et remplacé la visée optique par une visée numérique, gain de place sans perte de qualité. Les réflexes offrent plus de choix dans les objectifs, mais c'est de moins en moins vrai, les hybrides commencent à avoir de la bouteille et donc un parc d'objectifs dédiés plus large. Les réflexes offrent généralement des prix plus abordables à qualité égale avec les hybrides. Les systèmes de mise au point est plus performant sur les réflexes, mais surtout la grande force des réflexes, c'est qu'il n'y en a pas de mauvais. Même un réflexe entrée de gamme est un appareil plus que correct. Les hybrides sont plus petits de taille du fait de la suppression du miroir et ils conservent tous les avantages d'un réflexe sur les catégories inférieures. Vous l'avez compris, je vais vous proposer de partir soit sur un réflexe, si la taille ne vous fait pas peur, soit sur un hybride, si la taille importe. Et surtout le poids, car plus petit, c'est aussi plus léger, et à la fin de la journée, chaque gramme économisé, c'est votre corps qui vous remercie. Mais vous avez déjà un appareil photo? Car peut-être vous voulez acheter un appareil photo car vous voulez monter en gamme. Je vous demande ça, car souvent on s'aperçoit que la décision de changer est sans fondement. Votre futur appareil n'est-il pas celui que vous possédez déjà? Par exemple, les appareils sont capables pour certains de prendre en plus des photos en JPEG, format le plus répandu et tout de suite exploitable, des photos dans un format que l'on dit brut de capteur, appelé format RAW, R-A-W, qui permet un meilleur traitement, un meilleur développement. Et par ignorance, on ne l'utilise pas alors que cela permettrait de sublimer vos photos, de tirer meilleure partie du matériel que vous possédez déjà. Et puis entre nous, avez-vous vraiment besoin d'un meilleur appareil? On sait tous faire la différence entre deux photos par sa composition, la pose, le triangle de l'exposition, la photo est trop claire ou trop foncée, mais pas par l'appareil qui est derrière. Si vous proposez à la critique deux photos, sans dire quels appareils les ont générées, prises par un bon photographe sur un appareil à 300 € et un autre à 3000 €, il est fort à parier qu'une bonne partie préférera celle prise sur l'appareil le moins cher, si le photographe sait y faire. Mais revenons au choix, disons-le, il existe des bonnes et des mauvaises raisons. Et pour savoir lesquelles, il faut connaître la technique photo et ce que veulent dire les spécificités dont regorgent les appareils photo. Juste un exemple car le sujet est trop vaste. L'astrophotographie. Si vous voulez prendre des photos des étoiles, ce seront des photos de nuit, donc peu, vraiment très peu de lumière. Si vous connaissez le triangle d'exposition, vous savez que pour apporter le maximum de lumière, vous ne pouvez que ouvrir le diaphragme le plus possible, augmenter le temps de pose, monter les ISO. Cela veut dire que l'objectif sera sûrement un grand angle, inférieur à 24 mm en équivalent plein format, qui ouvre fort comme f/1.8, f/2, f/2.8. Comme le temps de pose est limité, sinon vous avez des traces d'étoiles, votre appareil devra monter dans les ISO sans trop dégrader la qualité. Cela impose un appareil plutôt récent qui gère bien la montée en ISO. Voilà, votre pratique impose déjà deux contraintes, objectif lumineux et boîtier qui gère bien les ISO, qui vont conduire à votre choix. Il faut savoir repérer ces infos dans les spécificités présentes dans les annonces. Les mauvaises raisons, le capteur doit-il être un APS-C ou un plein format? On a vu avec les catégories d'appareils que les capteurs numériques qui les équipent ne sont pas tous de la même taille. Pour faire simple, on compare la taille par rapport à la taille des pellicules argentiques au format 24-36, 24 mm par 36 mm. Plus le capteur est petit, plus il faudra multiplier sa taille pour revenir à la taille du 24-36. Il y a le format CX, avec un facteur multiplicateur de 2,7, le capteur est 2,7 fois plus petit que la pellicule. Certains hybrides ont un capteur micro 4/3 d'un facteur 2. Les capteurs hybrides Sony, Canon, Nikon ont un format appelé APS-C d'un facteur 1,5 et 1,6 chez Canon. Certains hybrides comme les Sony Alpha 7 ont un capteur de la même taille que la pellicule 24-36, donc un facteur égal à 1. On appelle cela un capteur plein format. Pour les réflexes, on a soit un capteur APS-C pour les entrées de gamme, soit un capteur plein format, plus on monte en gamme. Alors pourquoi est-ce une mauvaise raison? Ne croyez pas que vous allez faire de meilleures photos parce que vous choisissez un plein format plutôt qu'un APS-C. Pas du tout. Un capteur plus grand a certes une influence sur le résultat final, comme des flous plus prononcés, des meilleures montées en ISO et d'autres avantages, mais rien de suffisant si vous êtes débutant pour justifier l'écart de prix.
Tout est plus cher si vous partez dans l'univers du plein format, notamment les objectifs qui seront plus volumineux par ailleurs. Donc pour débuter, un capteur APS-C est un bon choix. Mais sachez juste que si un jour vous voulez franchir le pas et passer sur un boîtier plein format, et que vous êtes équipé en objectif uniquement dédié au format APS-C, ils ne seront pas forcément compatibles avec votre nouvel appareil. Si vous voulez en faire votre métier, peut-être est-il plus judicieux de partir dès le début sur du plein format. Une bonne raison, c'est par exemple, ai-je besoin d'un viseur? Il existe des appareils qui n'ont pas de viseur, ni numérique, encore moins optique. Seul l'écran arrière de l'appareil vous permettra de composer votre photo. Outre les difficultés parfois de bien voir l'écran en situation de forte lumière, la tenue de l'appareil s'en trouve changée par rapport à la visée dans un œilleton. Donc, si cela a de l'importance pour vous, éliminez les appareils dépourvus de viseur de votre choix. Bon, vous avez fait votre choix. Dois-je acheter le boîtier nu ou avec le kit de base? Si c'est votre premier appareil, vous n'avez sans doute pas d'objectif compatible avec. Achetez le kit de base, c'est-à-dire en règle générale le 16-50, le 18-55 ou le 24-70 vendu avec. Ils sont de faible qualité mais très corrects et surtout couvrent une bonne partie des usages courants comme paysage et portrait. Si votre budget le permet, vous prenez ensuite une focale fixe, le 50 mm f1.8. Ce sont les objectifs au meilleur rapport qualité-prix, surtout parce que votre kit de base n'offrira des ouvertures maximales que très faibles, généralement f5.6 au 50 mm. Flash intégré ou non? Plus le boîtier monte en gamme, plus le flash intégré disparaît. Il y a une raison. Le flash intégré est toujours de très faible qualité sur des appareils pro ou semi-pro, autant faire appel à un flash séparé de meilleure qualité. Vous aurez trois situations pour le flash. Le flash intégré présent et absence de griffe pour ajouter un flash. Flash intégré présent et présence d'une griffe pour ajouter un flash. Flash intégré absent et présence d'une griffe pour ajouter un flash. À vous de voir ce qui vous convient, mais à prendre en compte dans votre choix d'appareil. Un mot rapide sur l'argument marketing de la résolution, du chiffre en mégapixels. Plus le chiffre est élevé, mieux c'est. Mais attention, à partir de 11 mégas, cela suffit déjà pour du web et de l'impression de petite taille. Pas besoin de casser la tirelire pour ce critère-là. La vidéo. La capacité de votre appareil à filmer peut être un critère de choix également. Je dirais qu'il ne faut surtout pas qu'il soit le critère numéro 1. Que la plupart des modèles récents font de la très bonne HD et que le plus important dans une bonne vidéo, c'est un bon son. Et comme aucun appareil ne pourra capter correctement le son en natif, pour moi, la vidéo ne doit pas être du tout un critère de choix. L'écran articulé. Les écrans qui sont à l'arrière des appareils sont parfois articulés. Et même si cela n'a jamais été un critère de choix personnel, ça peut avoir de l'importance pour vous. Informez-vous sur cette capacité lorsque vous aurez une shortlist. L'écran tactile. L'influence des smartphones et autres tablettes va sans doute populariser les écrans d'appareils photo tactiles. Ce n'est pas un gadget dans la mesure où cela peut permettre de faire une mise au point très précise, mais c'est loin d'être indispensable pour moi. Le GPS, pourquoi pas, mais sûrement pas un critère de choix. Le Wi-Fi et le NFC. Comme pour le tactile, on voit l'influence des smartphones et tablettes. En général, on ne peut pas publier directement sur les réseaux sociaux depuis l'appareil. Il faut encore passer par un support. Mais j'avoue l'utiliser souvent pour déporter mon affichage sur une tablette, pour profiter d'un écran plus grand et piloter à distance la prise de vue. Donc cela peut être un critère fort, mais en général, plus le boîtier est récent, plus il a de chances d'en être équipé. La stabilisation boîtier. Jusqu'à récemment, c'était l'objectif qui apportait un mécanisme de stabilisation capable de contrecarrer vos tremblements et donc de prendre des photos avec des vitesses plus lentes, de faire moins de flou de bouger. Mais des constructeurs comme Pentax et Sony mettent de la stabilisation dans le boîtier lui-même. Si vous tremblez beaucoup, c'est un gros plus. Si vous faites 90% de vos photos sur trépied, ça ne vous servira à rien. Parlons justement de l'achat d'un trépied, si vous l'avez prévu dans le budget. Ne prenez pas un modèle où les pieds sont liés. Un bon trépied doit permettre un maximum de versatilité, s'adapter au maximum au terrain présent, même les plus accidentés. Ne prenez pas un trépied à bas prix. Il vaut mieux mettre un peu plus d'argent. S'il est solide, vous allez le garder très longtemps. Puis-je acheter de l'occasion? Bien sûr que oui, avec les risques habituels de ce marché. Vous n'allez sans doute jamais acheter une voiture d'occasion sans voir le véhicule, sans jeter un œil sur l'état du moteur. Il faut pratiquer de même avec la photographie. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce long chemin. Rappelez-vous, pour faire votre choix, définissez votre utilisation. En fonction des contraintes qu'impliquera votre pratique photo, établissez une liste de critères indispensables pour vous. Élaguez en fonction de votre budget et comparez les tests des appareils de votre liste finale et go!